à l'horaire annoncé, en vous remerciant bien sûr d'avoir répondu présent à notre invitation et à participer à cette table ronde. Vous représentez un certain nombre d'associations qui intervenaient dans le domaine de la rénovation énergétique. Alors, pour l'ensemble de nos collègues et pour qu'on puisse mieux vous identifier, donc 5 associations. L'association Négawatt, donc, qui est représentée ici par Monsieur Olivier Sidler, qui est porte-parole de l'association et qui est expert en bâtiment, et par Monsieur Raphaël Clostre, qui est membre de la Compagnie des Négawatts, le collège exécutif de l'association, et également expert en bâtiment. Votre association a été créée en 2001. Elle a mis au point un scénario énergétique à horizon 2050 qui traduit une évolution possible de notre système énergétique s'appuyant sur la sobriété, l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables. L'association Dernière Rénovation, qui est représentée par son porte-parole, M. Bertrand Caltagirone, et par M. Pierre Taïeb, qui va arriver, qui est responsable communication et médias. Votre mouvement militant, qui prône la résistance civile, dénonce, selon vos mots, la trahison de la promesse du gouvernement de reprendre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat et plaide pour un nouveau plan de rénovation énergétique qui serait à la hauteur de l'urgence. Le Conseil national des associations familiales laïques, qui est représenté par Madame Françoise Thiebaud, coordonnatrice du secteur de l'énergie et représentante du Conseil national des associations familiales laïques au Conseil supérieur de l'énergie et au groupe de travail sur la rénovation énergétique du Conseil national de la consommation. Votre organisation a été créée en 1967. Elle est agréée association de consommation et elle a pour but l'étude et la défense des intérêts moraux et matériels des familles. L'Association nationale des compagnons bâtisseurs, qui est représentée par Madame Suzanne de Chévenier, présidente. Votre association milite pour la dignité de l'habitat et des personnes en organisant notamment des chantiers d'auto-réhabilitation accompagnés et des chantiers d'insertion. Enfin, l'association Agir pour le climat, qui est représentée par M. Lucas Chabalier, responsable plaidoyer. L'objectif de votre organisation, cofondée par le député européen Pierre Larouturou et le climatologue Jean Jouzel, est de contribuer à l'élaboration de solutions concrètes pour financer la transition écologique et solidaire en Europe. Plus spécifiquement, vous proposez une solution de financement global de la transition écologique appelée le Pacte Finance-Climat européen. Voilà, mesdames et messieurs, dans vos diverses fonctions que je viens de rappeler, vous avez eu l'opportunité d'agir dans le domaine de la rénovation énergétique, que ce soit en vos qualités de militants, en élaborant des scénarios alternatifs ou en menant directement des chantiers de rénovation. Votre audition dans le cadre de cette table ronde doit nous permettre de mieux comprendre vos positions respectives sur le sujet. Quel bilan, à votre échelle, faites-vous de la politique de rénovation énergétique en France? Considérez-vous que les politiques publiques de rénovation soient efficaces? C'est tout l'enjeu aussi de notre commission d'enquête. Et si ce n'est pas le cas, comment pourrait-elle être améliorée? Avant de vous laisser la parole, il me doit de vous préciser que donc cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte rendu. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende à 100 000 €. Donc je vous invite donc collectivement à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ».
Je vous remercie, mesdames et messieurs. Je vous laisse la parole. Alors, vous la distribuez comme vous l'entendez pour une quinzaine de minutes. Ensuite, notre rapporteur vous posera bien sûr un certain nombre de questions complémentaires avant d'ouvrir aussi la parole à nos collègues qui sont également membres de la commission d'enquête et qui sont présents dans cette salle. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Monsieur Clostre ? J'utilise le micro ? Oui, mieux, parce que c'est enregistré également. Alors, je ne sais pas si je dois appuyer. Oui, j'appuie. Merci beaucoup. Je vais essayer d'introduire en quelques minutes en rappelant qu'il y a sans doute un malentendu sur la définition de rénovation énergétique. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par ça. Qu'est-ce que la rénovation énergétique? Est-ce qu'il s'agit de changer des fenêtres, de changer des chauffages, d'isoler des combles? Il s'agit pas et surtout pas de ça, ou en tout cas pas uniquement de ça. Il s'agit de prendre des bâtiments anciens, plus ou moins anciens, des passoires énergétiques, plus ou moins passoires, et de les transformer en bâtiments à basse consommation. Et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais qu'on commence, qu'on introduise, qu'on cadre les débats. Ça n'est pas faire du bricolage avec des petits travaux, c'est faire de la vraie transformation d'un bâtiment, et à l'échelle du pays, d'un parc de bâtiments, en bâtiments à basse consommation. Et si je dis ça, ce n'est pas un principe, c'est simplement des lois de la physique et des constats de politique publique. Donc c'est basé sur les constats scientifiques. Il n'y a aucun scénario qui nous permette d'atteindre nos objectifs climat sans un parc entièrement à basse consommation. On ne peut pas éradiquer ou quasi-éradiquer la précarité énergétique sans passer sur un parc entièrement à basse consommation. On ne peut pas se passer entièrement des énergies importées de pays dont on aimerait être indépendant sans un parc entièrement à basse consommation. Donc c'est ça l'enjeu. Et il y a vraiment un malentendu sur ce qu'est la rénovation énergétique où pendant des années, ça a été de faire du petit bricolage. Alors il y a 10 ans, c'était remplacer les fenêtres. Aujourd'hui, c'est mettre des pompes à chaleur. Tout ça est utile, mais séparément. Ça ne sert pas à grand-chose, c'est dans le cadre d'un projet global que ça a du sens. Et les objectifs de politique publique sont alignés avec ça. La loi française nous dit qu'on doit, d'ici 2050, disposer d'un parc bâti au niveau basse consommation. Mais les politiques à court terme, les politiques qui encouragent les maîtres d'ouvrage, autrement dit les ménages, à faire tel ou tel choix, ne sont pas du tout alignés avec ces objectifs de politique publique à long terme. Donc c'est là qu'on a un vrai problème. Alors on nous dit parfois, oui, mais ça sera fait en plusieurs étapes. Alors c'est vrai que faire une rénovation globale, c'est-à-dire isoler les murs, mettre des fenêtres performantes, isoler la toiture, isoler le sol, tout ça, ça veut dire qu'on a transformé l'enveloppe du bâtiment, changer la ventilation ou mettre une vraie ventilation, mettre un système de chauffage performant et s'assurer que ces 6 postes de travaux que je viens de décrire sont bien cohérents entre eux, les interfaces sont bien travaillées, c'est un peu compliqué et un peu cher. Mais faire autrement, c'est très compliqué et très cher. Donc on n'a pas tellement le choix. Oui, c'est possible de faire du BBC, du bâtiment basse consommation par étape, mais c'est plus cher, plus complexe, ça exige de le programmer dès le début. On ne dit pas que ce ne sera jamais fait par étape, mais ce n'est vraiment pas la voie royale. Si on veut guider correctement les ménages, les consommateurs, les habitants, il faut leur dire que la voie royale, le moyen de tenir nos objectifs de politique publique, c'est ça, d'avoir de la vraie performance énergétique, c'est ça, et que toutes les politiques en la matière soient alignées avec ça, la communication, les informations, les aides et les obligations interdictions. C'est ce que je voulais dire en introduction, peut-être que... Juste préciser, quand on nous demande si la politique menée est efficace, mais c'est pour faire quoi? Donc j'ai repris les textes. Les textes nous indiquent effectivement que d'ici 2050, la totalité du parc de bâtiments doit être au niveau BBC. On va considérer en première approche qu'il y a effectivement 22 millions de logements d'avant l'an 2000 qui ne sont pas au niveau et qu'il faudrait rénover. En 27 ans, ça en fait 804 000 par an au niveau BBC. Après, on peut se dire que la SNBC d'une part, la PPE d'autre part, ont également travaillé sur ce qu'il fallait faire. Je vous rappelle que la SNBC disait qu'on allait commencer avec 500 000 logements rénovés par an au niveau BBC et que très vite, il faudrait passer à 700 000. La PPE, qui est la feuille de route de la France, précise qu'entre 2015 et 2030, donc sur 15 ans, on devrait rénover en moyenne 370 000 logements au niveau BBC. Sur les 15 ans, ça fait 5 550 000. Or, entre 2015 et 2020, si vous vous référez aux chiffres de l'Observatoire Effinergie et que vous rajoutez quelques logements qui n'ont pas eu de label, on doit avoir rénové 250 000 logements au niveau BBC. Ça veut dire qu'il en reste 5,3 millions
et il nous reste 7 ans pour le faire, et j'arrive au chiffre de 750 000 rénovations par an au niveau BBC. Donc, quelle que soit l'approche que j'ai, qu'elle soit globale 2050, qu'elle soit en reprenant les chiffres de la PPE, qui est quand même notre feuille de route, c'est-à-dire ce que nous devons faire, on voit qu'on en est très loin, puisqu'on estime que l'an dernier, on a rénové à peu près 60 000 logements au niveau BBC. Ça s'est un petit peu accéléré ces dernières années. Alors, et je raccroche avec ce que vient de dire Raphaël Gauthier, pourtant l'ANA nous a dit l'année dernière, il y avait eu 718 555 rénovations. Vous voyez qu'on ne parle pas de la même chose. Et je crois que c'est essentiel d'avoir ça à l'esprit, puisque même le président de la République l'a repris dans sa communication, ce chiffre de 700 000, en disant on y est. Non, on ne parle pas du tout de la même chose. Et donc, si je dois dire si la politique a été efficace, ma réponse c'est non. On fait 13 fois moins que ce qu'il faudrait que l'on fasse en vitesse. Alors c'est vrai qu'on peut dire que ça ne sera pas des rénovations globales, qu'on les fera en 3 fois, mais ça veut dire qu'il faut multiplier par 3 les chiffres que j'ai donnés. Donc l'ANA, avec ses 700 000, il faut qu'elle monte à 2,5 millions de gestes comme elle les quantifie. Voilà, c'est juste pour... Après, on reviendra, je ne vais pas monopoliser la parole, j'ai mes explications pourquoi on n'y arrive pas, je pense qu'on aura le temps de revenir sur ça, mais on n'y est pas du tout. C'est ce qu'il faut qu'on se dise au départ de cette réunion, on n'est pas du tout à la bonne vitesse et au bon niveau. Voilà. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc merci beaucoup de nous donner aujourd'hui l'occasion de nous exprimer dans le cadre de cette commission d'enquête. Donc dernière rénovation, vous l'avez dit, est une campagne de résistance civile qui vise par des actions de perturbation répétées à mettre l'État sur la voie du respect de ses propres engagements en matière climatique, engagements qui ne sont pas respectés aujourd'hui. L'État a été condamné par 2 fois pour inaction climatique. Une condition essentielle pour nous épargner l'enfer d'un monde à 2 degrés ou plus de réchauffement. Notre revendication, elle reprend la proposition qui avait été faite par la Convention citoyenne pour le climat en matière de rénovation énergétique. Celle-ci comprenait notamment un agenda d'obligations de rénovation performante pour les propriétaires. J'insiste sur le performante pour les mêmes raisons qui ont été évoquées précédemment. Et également un système d'aide déchargeant les plus modestes de la quasi-totalité des coûts que ces rénovations impliqueraient. Le choix de la rénovation énergétique s'est imposé à nous comme premier pas essentiel à engager. Pourquoi? Parce que déjà d'une part le bâtiment est l'un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, consommant près de 45% de notre énergie. Aujourd'hui la crise énergétique ne manque pas de nous rappeler à quel point notre dépendance envers les énergies fossiles peut nous être fatale. De surcroît, ce sujet, c'est aussi 12 millions de personnes en France qui vivent dans la précarité énergétique. La précarité énergétique, c'est quoi? C'est l'impossibilité de se chauffer. C'est devoir choisir entre remplir son frigo ou remplir sa chaudière. C'est des maladies chroniques responsables aujourd'hui de près de 2200 morts par an. L'impossibilité de mener une vie sociale normale, d'accueillir des gens chez soi. Le coût social des passoires thermiques a ainsi été évalué à près de 10 milliards d'euros par an. 10 milliards d'euros par an. C'est plus que l'ensemble des aides qui sont aujourd'hui affectées aux politiques de rénovation. La rénovation, c'est donc un chantier gagnant pour tout le monde, autour duquel il n'y a pas vraiment d'enjeu particulièrement idéologique qui pourrait cliver les uns ou les autres. C'est donc un enjeu qui peut faire consensus. C'est un chantier gagnant à condition, bien sûr, de lui donner tous les moyens pour réussir, de ne pas faire dans la demi-mesure comme c'est le cas actuellement. Et aujourd'hui, les conditions nécessaires à une politique réussie de rénovation, elles sont connues, elles sont expertisées, elles sont chiffrées, ça va être évoqué dans le cadre de cette commission. Et il s'agit d'un des chantiers les plus vitaux pour notre avenir, sans lequel nous sommes tous condamnés à plus ou moins long terme à la précarité énergétique. C'est pourquoi aujourd'hui il n'est plus le domaine réservé de quelques experts. Des citoyens, des citoyennes ordinaires s'emparent de ce sujet et sont prêts à risquer leur intégrité et leur liberté pour qu'ils soient pris en charge à bras-le-corps. Il revient maintenant à vous, sénateurs, sénatrices, de vous en emparer aussi à bras-le-corps. Merci. Merci. Alors, le Conseil national des associations familiales laïques. Merci. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui vient d'être dit et que je partage très largement pour mon mouvement. Qu'est-ce qui fait que les consommateurs ou que les ménages ne s'engagent pas dans une rénovation énergétique? C'est la perte de confiance, après qu'on ait constaté énormément de fraudes, d'arnaques, de malfaçons dans tout ce qui a été fait, en général par des isolations par geste,
ou des équipements, juste la pose d'équipements ou plancher bas, ou enfin, on a connu les C2E et les coups de pouce à 0 € ou à 1 €, pardon, c'était un peu plus cher, et on a vu le mal que ça a fait sur le ressenti de ce qu'est une rénovation énergétique, en plus de stériliser des gisements d'efficacité énergétique monstrueux. Il y a la question du financement. Est-ce que j'y gagnerai ou est-ce que ça va me coûter très cher? C'est des questions qui ne sont pas tranchées. On voit que pour les malfaçons et les problèmes de mise à mal par les entreprises qui ont disposé d'effets d'aubaine absolument considérables, les quelques chiffres dont on dispose, c'est on avait une enquête Trémy, la dernière enquête Trémy de 2019 qui considérait, en gros, je crois qu'il y avait 700 000 personnes ayant fait un geste ou quelques gestes de rénovation et qui n'avaient aucun changement sur leur facture. Et plus de 200, je crois que c'était 240 000, quelque chose comme ça, qui avaient constaté des malfaçons et qui s'en étaient plaints. Donc il y a cette question de l'accompagnement qui est prévu dans la loi, certes, mais qui a beaucoup de mal à décoller, pas assez de conseillers. Mon accompagnateur Rénov qui démarre tout juste, voilà. Et du coup, les gens ne savent pas vers qui se tourner. Ils ont accès à des demandes d'aide sur Internet, par des plateformes. On sait qu'aujourd'hui, il y a 13 millions de Français qui ne savent pas se débrouiller des démarches sur Internet. Et ceux-là, ils y sont, et certains renoncent à percevoir leurs primes, parce que même s'ils ont fait leur dossier, moi j'ai eu à traiter, puisque dans notre association, on commence par ouvrir la porte, traiter les réclamations et aider les gens à accéder à leurs droits, et puis on les informe, on les éduque aussi, parce qu'ils n'ont pas toujours des droits, mais bon, ils en ont tout de même de temps en temps, et on voit bien quels sont les méfaits qui sont causés par un marché de la rénovation par geste qui s'est exagérément développé, avec trop peu de contrôle et une grande difficulté ensuite pour faire valoir le fait que la rénovation n'a pas été bien faite. Et quand c'est fait, et quand on s'en aperçoit trop tard, c'est fini, on ne revient pas dessus. Donc ça, c'est le premier point. Nous demandons, nous aussi, une rénovation globale, si possible en un seul geste, le cas échéant par étapes, si vraiment on ne peut pas faire autrement, mais que ces étapes soient planifiées dans une approche systémique. Ça nous semble tout à fait essentiel. Nous demandons, ce que prévoit la loi, que les financements pour tous soient vraiment mis en place et donnent un choix sur ces financements. Des aides d'État prioritairement pour les ménages modestes et très modestes, et pas, comme on voit aujourd'hui, les évolutions de ma prime rénov et des aides de l'ANA qui sont distribuées par l'ANA pour 2023, on s'aperçoit qu'on est en train d'augmenter les plafonds de forfaits travaux pour les ménages intermédiaires et supérieurs, ce qui ne nous semble pas normal. Les aides de l'État, elles doivent prioritairement aller à ceux qui en ont le plus besoin. Et par contre, dans la mesure où on obligerait tous les ménages à rénover globalement leur logement, qu'ils en soient propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, il faut évidemment favoriser des systèmes de financement, mettre à leur disposition des systèmes de financement divers et variés. On nous a parlé du système de France Stratégie, mais il y a également les questions de tiers financement qui sont très sécurisantes. Il y a aussi les prêts hypothécaires qui peuvent être intéressants. On a su mettre en place cette obligation pour les systèmes d'assainissement avec les SPANC. En cas de mutation ou de décès, il y a obligation de mettre en place un système de SPANC. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire ça pour la rénovation énergétique ? Et puis, voilà, en fait, là, il faudrait aussi une progressivité dans les approches, parce que ce qui est quand même un petit peu inquiétant aujourd'hui, c'est qu'on voit que dans le domaine de la rénovation énergétique, on peine à recruter
des personnels et des opérateurs qualifiés et compétents. Il y a donc un véritable enjeu de formation et de montée en compétences de tous ceux qui œuvrent dans le secteur de la rénovation énergétique. C'est pour ça qu'il faut probablement... j'ai été rapporteur en 2005 d'un groupe de travail au Conseil national de la consommation sur la sécurité des installations électriques intérieures. Et on avait constaté avec les professions électriques qu'il y aurait un problème si on voulait rendre obligatoire tout de suite pour tout le monde la rénovation des installations électriques intérieures. Donc on est parti sur une autre base, sur la base des mutations, justement, les immeubles de plus de 15 ans, et on a rendu l'état de l'installation électrique intérieure obligatoire dans ce cas-là, et joignable au dossier du notaire, dans le cadre de la vente. Alors on n'a pas dit qu'il fallait obliger à faire les travaux, mais on s'est rendu compte que lorsqu'il y avait un état des lieux qui montrait le besoin de travaux de sécurité, eh bien, soit ça faisait baisser le prix du logement, soit le vendeur se décidait à faire les travaux. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ces exemples-là pour aller vers une rénovation énergétique progressive, en commençant par le cadre des mutations, ou mutation-succession, puis les passoires énergétiques en premier lieu, il y en a quand même déjà un paquet à rénover, et ensuite on pourrait aller plus loin. Et de cette façon, on arriverait probablement, en mettant un petit coup de booster et en mettant des financements, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conditions qui doivent se relier pour qu'on arrive à faire tout ça de façon équilibrée, de façon à ce que les professionnels compétents interviennent, que tout le monde ait un financement qui permette de prendre en charge le reste à charge, et qu'on arrive effectivement à avoir de la rénovation dans une bonne qualité, dans de bonnes conditions, et qui nous permettent de ne pas laisser derrière nous ces gisements d'efficacité énergétique qu'il faudrait mieux utiliser. Ça serait bon pour le climat et ça serait bon pour le porte-monnaie des gens qui en ont bien besoin en ce moment. Très bien, Madame la Présidente de l'Association nationale des compagnons bâtisseurs. Merci Madame la Présidente. Alors, j'aimerais vous apporter un peu des nouvelles du terrain d'une certaine façon, parce que les compagnons bâtisseurs sont des opérateurs de terrain de lutte contre le mal logement. Nous sommes présents dans la plupart des régions métropoles et également en Outre-mer. Et l'Outre-mer est un secteur qu'il faut vraiment garder en tête pour ces questions-là. Notre public, ce sont des habitants en grande précarité. Nous sommes vraiment spécialisés dans, on pourrait dire, le premier, deuxième décile, vraiment les gens les plus en difficulté. Et Madame la Présidente l'a souligné, nous attachons autant d'importance à la dignité des habitants que du logement. Et ça va peut-être avoir un impact pour ce qui suit. Alors, vous nous demandiez ce que c'est que l'autoréhabilitation accompagnée, ou ARA, parce que c'est imprononçable. Eh bien, l'autoréhabilitation, c'est quand les habitants travaillent eux-mêmes à rénover leur logement, à améliorer leur logement. Et l'accompagner, c'est quand ils sont accompagnés par nous. Nous, compagnons bâtisseurs, c'est-à-dire des salariés compagnons bâtisseurs qui sont professionnels du bâtiment, donc qui arrivent avec des techniques très solides, des bénévoles, des volontaires en service civique également. Et cet ensemble-là va intervenir en groupe, si je puis dire, pour améliorer le logement. Et qu'est-ce que ça a comme impact? Ça a, d'une part, évidemment, une amélioration du logement, ça c'est un peu le b.a.-ba, mais ça implique aussi qu'il y aura un partage des techniques pour les habitants, enfin nos techniques que portent les professionnels, les compagnons bâtisseurs, vers les habitants, de façon à ce qu'ils puissent continuer à faire une pièce de plus, un lieu de plus, etc. Ce qui est extrêmement important, c'est quand les habitants ont réussi à modifier leur logement, ils ont une impression de pouvoir d'agir. Ça les remobilise énormément et ça, c'est extrêmement important. Et puis, ça crée du lien social parce qu'on a embarqué les voisins, etc. Donc, vraiment un impact technique, bien sûr, mais un impact social qui est vraiment majeur. Et alors, dans le cas de la rénovation énergétique, ça a un certain nombre de dimensions
dimension positive, si je puis dire, c'est d'une part, ça fait un apport en industrie. Si l'habitant lui-même ou elle-même, c'est souvent des femmes, travaille sur son bâtiment, ça fait un apport qui est l'équivalent, au fond, d'un apport financier, et c'est pas bien pris en compte dans les budgets, dans les équilibres, les possibilités de subvention. Donc ça c'est un point extrêmement important. Ça fait, quand les gens ont participé au chantier, c'est qu'ils s'approprient aussi les équipements, comprennent la ventilation, l'importance de l'entretenir, le chauffage, etc. Ça, c'est un apport aussi. Il faut bien noter qu'on est complètement en phase avec les pratiques réelles. Hein. L'enquête Trémy, justement, dont il était question, montre qu'il n'y a que 60% des chantiers qui sont pris en charge entièrement par des professionnels. Les autres sont, les habitants interviennent plus ou moins. Donc c'est vraiment un fait existant, massif. Il faut l'accompagner. On ne pourra pas l'arrêter, l'empêcher, quoi que ce soit. Il faut l'accompagner. Il faut vraiment que ce soit utile là. Et j'insiste sur un point, c'est que ce type d'action d'accompagnement de famille pour faire un chantier de rénovation, c'est des gros chantiers, hein, parce qu'on est tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'idéal, c'est de faire quelque chose d'assez massif. Nous sollicitons des artisans. Parfois, les artisans ont un peu l'impression que l'autoréhabilitation accompagnée va leur prendre de chantier. C'est bien le contraire. C'est qu'on accompagne des familles à des gros travaux de rénovation. Et ce n'est que dans ces conditions-là que ces familles en difficulté vont faire appel aux artisans. Sinon, on ne l'imaginerait même pas. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, juste une petite prise de position sur la rénovation globale et performante. On est absolument d'accord dans le principe. On fait des expérimentations avec Doremi, qui est un satellite, si je puis dire, de Négawatt, une filiale, hein, pour être précise. Donc on fait des expérimentations, nous sommes partie prenante du nouveau programme de certificat d'économie d'énergie qui va dans ce sens-là. Mais avec nos publics particuliers, il faut souligner une chose à deux volets, c'est que les logements peuvent ne pas être prêts pour être rénovés et les habitants peuvent ne pas y être prêts. Pourquoi les logements ne le seraient pas? C'est qu'ils sont peut-être simplement en tel état d'indécence qu'il faut faire la sécurité électrique avant, il faut fermer la toiture avant de pouvoir s'engager ensuite dans une rénovation. Donc ça, c'est vraiment indispensable de pouvoir accompagner là. Et puis, les personnes, les habitants peuvent avoir des difficultés. Soit qu'ils ne sont pas éligibles aux aides ANA, ils sont interdits bancaires, par exemple, ils ont déjà commencé les travaux, ils habitent en Outre-mer et l'ANA n'intervient pas pour des particuliers. Enfin, il y a plein de raisons. Et puis, je souligne quand même le fait que pour des habitants en grande difficulté, quand on leur dise, voilà, on va faire un chantier chez vous de 90 000 €, ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les financements qui y arriveront, etc. Ça fait extrêmement peur. On connaît les arnaques, on connaît, etc. C'est extrêmement difficile. Donc, il y a vraiment un accompagnement social des personnes pour les engager progressivement dans un chantier. Il faut complètement qu'il y ait un parcours préparé, mais pour des publics en grande difficulté, il faut tenir compte de cette fragilité des personnes. Donc, je m'arrête là avec peut-être juste les quelques pistes que vous demandiez. Il faut financer cet accompagnement renforcé, il faut stabiliser les dispositifs, d'où le plan pluriannuel, ce serait pas mal. Et je crois que vraiment, il faudrait renforcer des obligations pour les bailleurs, parce que j'ai peu parlé des locataires dans tout ça, pour les copros, pour que les travaux soient cohérents, effectivement, et pas commencer avec une pompe à chaleur. Bref, il y a effectivement beaucoup à faire. Alors, dernier intervenant pour l'association Agir pour le climat. Merci. Oui, alors peut-être, d'accord évidemment avec tout ce qui a été exposé. Peut-être bien remettre une couche, c'est-à-dire qu'on a des objectifs pour atteindre la neutralité carbone en 2050 qui passe par une réduction drastique en fait de notre consommation d'énergie. Et il se trouve que c'est dans le bâtiment que cette consommation d'énergie est la plus importante puisque c'est 45% et qu'on a les solutions techniques
pour réellement diminuer drastiquement la consommation d'énergie dans ce secteur. Donc il faut y aller. Il y a un consensus très large des différents scénarios, que ce soit ceux de Megawatt, ceux du Shift Project, ceux de Pouget, ceux de RTE, bien sûr, de la SNBC, de l'ADEME. Tout le monde sait que la neutralité carbone passe par une massification de la rénovation performante, et par rénovation performante, on entend rénovation BBC. On a un objectif qui est clair, on a une trajectoire qui est claire, on a un mode d'emploi qui est clair, c'est-à-dire qu'il faut y aller en une fois en traitant les 6 postes, sinon on y arrive beaucoup moins bien, ça coûtera plus cher en plus. Et alors qu'on a l'objectif et qu'on a la trajectoire, on n'a aucun outil de politique publique qui serait aligné sur cet objectif et sur cette trajectoire. Aucun. Et donc tout l'enjeu, en fait, c'est d'orienter nos politiques, toutes nos politiques, vers l'objectif qu'on s'est assigné et vers la trajectoire qu'on veut tenir. Voilà. On peut peut-être, je ne sais pas comment on veut procéder après, si on veut lister comme on a commencé à le faire les différents verrous, est-ce qu'on pourrait faire agir pour le climat, vous l'avez rappelé en introduction, cherche à dégager des moyens de financement, des solutions de financement pour la transition écologique, et coordonne actuellement une campagne qui s'appelle Unlock avec plein de partenaires, dont Megawatt, le Shift Project, l'Institut Rousseau, Leclerc, l'Institut Veblen. Et en fait, ce qu'on défend dans cette coalition, c'est notamment une intervention de la Banque Centrale Européenne en fonction justement de cet objectif de réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments à travers l'application d'un taux duel de la BCE, c'est-à-dire qu'il donnerait des facilités de refinancement pour les banques qui prêtent pour faire des rénovations énergétiques complètes et performantes, BBC, de telle sorte que ces banques puissent massifier en fait les prêts à taux zéro auprès des particuliers qui puissent disposer des meilleures conditions pour financer leur rénovation BBC. Mais malgré ça, il faut évidemment un engagement bien plus important de l'État, en plus des réorientations des différentes aides dont il est question aujourd'hui. Sur la rénovation énergétique, l'État met quand même aujourd'hui à peu près 5 milliards, entre la TVA réduite à 5,5, les différentes MaPrimeRénov', Sérénité, MaPrimeRénov' CoPro. Alors j'ose à peine parler du crédit d'impôt pour l'éco-PTZ parce qu'il est ridicule d'un point de vue budgétaire, ça doit être 42 millions. Donc on est à 5 milliards et avec ces 5 milliards, peut-être qu'on multiplie les gestes, mais on ne va nulle part. Si on commençait déjà par réorienter l'intégralité de ces 5 milliards sur de la rénovation BBC, on pourrait commencer à engager les choses assez sérieusement. Si on prend une hypothèse médiane en disant 50% en fait, du coût de la rénovation BBC des uns et des autres est prise en charge par l'État, ça nous fait à peu près 250 000 maisons rénovées au niveau BBC qu'on peut faire très très rapidement dans le périmètre budgétaire actuel. Voilà. Merci Madame la Présidente, merci à chacun d'entre vous pour cet exercice quand même compliqué parce que dans un temps très court sur un sujet quand même qui est vaste. Peut-être un mot quand même pour dire que tout ce que vous avez dit sur à la fois le constat et je dirais le constat de la nécessité en tout cas d'aller vite et d'avancer sur cette question de rénovation thermique et du coup de rénovation globale. Et le constat aussi qu'on n'y arrive pas. Enfin, je veux dire, ça c'est quelque chose qui a fait que justement on a proposé cette commission d'enquête parce que voilà, on peut pas dire à la fois il n'y a pas d'argent, 5 milliards c'est pas rien, qu'on a des objectifs qui sont à chaque fois très forts et des orientations qui sont très fortes, donc les objectifs ils sont là, mais on voit bien que les résultats sont très très loin du compte et qu'on n'atteindra évidemment pas ces objectifs. Donc d'où la nécessité de se pencher sur ces questions-là et de se dire comment on peut avancer plus fortement. Un questionnement aussi, c'est de se dire on est quand même sur des sujets qui font plutôt consensus au niveau politique. Enfin, je connais personne qui va dire que non, il ne faut pas avancer sur cette question-là, au contraire. Et pourtant, voilà, on est dans cette phase où on voit que ça n'avance pas. Donc voilà, pour peut-être recadrer en tout cas sur aussi ce rôle de cette commission d'enquête, c'est vraiment d'essayer de voir, voilà, de faire à la fois ce constat-là et puis ensuite de pouvoir faire des propositions.
moi, peut-être, vous êtes nombreux, c'est difficile de poser, mais peut-être plutôt des questions globales. C'est vrai que quand on vous entend, on a l'impression que le système qui est en place, c'est-à-dire d'aide, on va dire, à la personne, sur des objectifs, alors soit ça soit par geste, et on voit bien que c'est plutôt sur des chaudières, mais même quand on va vers de la rénovation globale, on voit qu'en fait ce système-là, il est quand même assez complexe à mettre en œuvre, qu'ensuite on a l'accompagnement. Et ma question, elle est plutôt de se dire, est-ce que c'est ce fonctionnement-là, et en fait peut-être quelque part cet acharnement, en tout cas, de se dire on a un système, on ne veut pas le changer et on va essayer de le modifier en marge. Est-ce que c'est ça, du coup, qui bloque? On a reçu juste avant une proposition là, de 3 citoyens, Ibanez, c'était Verchères et puis Combes, qui ont fait une proposition, du coup, qui sort totalement de ce concept-là, en disant ouais, via des prêts hypothécaires, mais en disant, voilà, en fait, il faut que... aller vers l'obligation de rénovation globale, avec un reste à charge zéro, enfin en tout cas qui est différé justement par des prêts hypothécaires, et donc sortir totalement de cette question de subvention, d'aide, et plutôt de récupérer cet argent pour que ça soit de l'accompagnement, la mise en place de filières, etc. Enfin en tout cas que cet argent public puisse servir à autre chose. On a aussi, bon, même si c'est très différent, la proposition de France Stratégie, mais qui est un petit peu plus complexe, mais en tout cas qui essaye, pareil, de réfléchir à quelque chose en sortant justement de... Alors lui qui récupère les aides quand même, mais en tout cas qui permet de dire... à quelqu'un, allez-y, faites-le, et puis en gros, on se remboursera sur les économies d'énergie. Enfin, on voit du coup qu'il y a des systèmes comme ça qui se dégagent par rapport à un principe qu'on a, parce que ça soit de tous les systèmes, prêt à taux zéro, crédit d'impôt, prime rénov, on est quand même toujours sur cette même trajectoire. Donc je voulais savoir ce que vous pensiez de ces réorientations, en tout cas de ces propositions, et si ça vous paraît plutôt pertinent, et si du coup il faut sortir un petit peu du cadre actuel. Et puis comme je vais laisser, on n'a pas beaucoup de temps et que je vais laisser, je vais m'arrêter. J'ai juste une petite question sur l'accompagnement sur la rénovation, de savoir peut-être les problématiques, parce que je pense qu'on n'aura peut-être pas forcément l'occasion, enfin on pourra vous reposer des questions, mais sur les problématiques que vous pouvez rencontrer justement sur l'aide à la rénovation, parce que je trouve que ça peut être, c'est très particulier, mais en tout cas ça peut être aussi un biais qui peut être intéressant. Vous avez parlé aussi des Outre-mer, on aura une table ronde sur les Outre-mer, mais c'est aussi très adapté. Mais savoir les problématiques que vous pouvez rencontrer en termes d'aide, et justement, enfin en termes d'aide, parce que souvent c'est pas possible, parce que vous pouvez pas justifier, etc., puisque c'est de l'auto-rénovation, et puis sur la question des normes aussi, des assurances, etc., quoi. Du coup ça m'intéressait aussi d'avoir cet aspect-là. Merci. Comme vous... Alors, pour peut-être te donner un petit peu de poids à mon propos, je voudrais juste rappeler que c'est en 2003, pour la première fois, que j'étais invité par le conseiller de Jacques Chirac à venir présenter le premier projet de rénovation de tous les logements en France. Il m'a dit, c'est très intéressant, je vais vous faire recevoir par tous les ministères. Donc j'étais dans tous les ministères. Et par ailleurs, je dirige le bureau d'études Enertech, que je dirigeais, je suis à la retraite maintenant, pendant 40 ans, et on n'a fait que ça, de la rénovation des bâtiments très performants. Voilà, juste, je connais assez bien ce secteur, et je suis l'inventeur de Doremi, j'ai formé les 200 premiers artisans. L'analyse que nous faisons, elle est d'abord fondée sur un benchmark qu'on a fait faire par les étudiants de Sciences Po il y a 4-5 ans, au niveau européen, pour leur demander d'examiner comment les autres pays que la France s'y étaient pris sur la question de la rénovation. En fait, tout le monde fait la même chose, c'est de l'incitation. Chacun avec ses méthodes, plus libérales en Angleterre, mais c'est déjà fini, plus encadré en Allemagne, très encadré en Allemagne, même avec beaucoup de subventions. En fait, c'est les Allemands qui s'en sortent le mieux, mais malgré l'aide importante qu'ils donnent, l'accompagnement important qu'ils apportent, ils rénovent quelques dizaines de milliers de logements au bon niveau chaque année, alors qu'eux devraient en rénover 1 million par an. Ça veut dire que c'est rien, c'est 5%. Autrement dit, il faut être très clair, l'incitation qu'on pratique tous, parce que c'est celle qui correspond à notre sentiment de la liberté, l'incitation, elle nous mène dans un mur. Il faut en être conscient. C'est terrible de dire ça, parce que nous sommes dans le pays des libertés, mais il va falloir arrêter. On ne peut pas continuer à inciter, même si vous atteignez 10%, 15%, de toute façon,
de ce qu'il faut faire, c'est de toute façon insuffisant. Donc il faut passer sur l'obligation. L'obligation, si on veut la mettre en place, à mes yeux, il y a 3 conditions pour que ça soit accepté, simplement accepté par les Français. La première, c'est que tous les ménages, sans exception, doivent bénéficier d'un financement. On verra la nature de ce financement. Deuxièmement, il faut que dès la première année, le reste à charge soit nul ou négatif, c'est-à-dire que les gens ne perdent pas d'argent, si possible qu'ils en gagnent. Si vous faites faire des travaux de façon obligatoire et qu'en plus ça leur coûte plus cher après, ça sera perdu. Et puis la troisième condition, c'est un guichet unique, un vrai guichet unique avec un seul chèque ou plusieurs chèques mais au même endroit et de façon très simplifiée. Alors sur le financement, la meilleure solution, et on l'avait évalué il y a 5 ans, je l'avais proposé aux conseillers de Nicolas Hulot à l'époque, c'est un prêt à taux zéro. Alors, massif, pas comme on l'a fait, et pas surtout en demandant aux banques de vérifier si les mètres carrés degrés par watt étaient les bons. Les banquiers, ils parlent d'argent, ils ne parlent pas de physique. Donc ça, on sait faire. Un prêt à taux zéro, ce n'est que du capital à rembourser. Et donc, on arrive effectivement à un équilibre. Et si on n'y arrive pas, et ça pourra se produire dans certains logements, une subvention en complément qui serait, elle, liée au décile de revenus du ménage, c'est-à-dire les déciles 1, 2, 3 auront plus de subventions, et puis ça se menuise quand on arrive au 10e décile. Ce système bicéphale a l'avantage d'être très simple. Il permet effectivement d'engager une obligation sur du long terme, c'est ce que demandent tous les artisans. On a un problème avec la profession, hein. Mais une de leurs revendications, c'est qu'il n'y a pas de visibilité. Vous nous dites quelque chose et le lendemain, c'est différent. Donc nous, on ne veut pas rentrer dans ce jeu-là. Là, on leur donnera une ligne sur une trentaine d'années et ça fonctionnera. La deuxième critique du système actuel, c'est très clair, on l'a dit déjà ici plusieurs fois, c'est le système du par étapes, du petit travail qu'on fait comme ça, et on espère qu'en 2050, tout le monde aura fait tous les gestes qu'il faut. Une étude assez fournie qui a été produite par Enertech a montré que le par étapes, vous perdez, d'abord c'est 20 à 25% plus cher dès que vous commencez à décomposer, et ensuite vous perdez de l'efficacité parce qu'il y a des interfaces qui ne se font pas, il y a des travaux qui ne se font pas, l'étanchéité à l'air est mal faite, etc. Et au-delà de 3 étapes, c'est même plus la peine d'y aller, vous avez trop perdu, vous avez tué le gisement, c'est-à-dire tout ce que vous pouviez récupérer est définitivement perdu. Donc ça, c'est vraiment les 2 choses qu'il faut qu'on arrive à régler. Le prêt à taux zéro, tout ce que je vous dis, je l'ai rédigé parce qu'il y a trop de choses à vous... Donc vous retrouverez les caractéristiques de ce prêt à taux zéro. Il n'est destiné qu'à des rénovations complètes et performantes. Ça, c'est bien clair. Et puis, il est décliné sur sa durée, etc. Et on arrive à l'équilibre en trésorerie si on procède de la sorte. On l'a fait dans les opérations des remis. On le fait et ça fonctionne. Le tout, c'est maintenant de trouver qui va financer ce prêt à taux zéro. L'État n'est pas très très chaud, mais ça ne lui coûte pas très cher. En 2018, j'avais fait l'évaluation que j'avais présentée donc à ce conseiller de Nicolas Hulot qui venait de Bercy, qui m'avait dit il n'y a pas d'erreur de grandeur. Pour rénover 700 000 logements par an, il est vrai avec des taux négatifs à l'époque, ça coûtait 2,2 milliards à l'État de financer l'ensemble de ces prêts à taux zéro. Alors, imaginons qu'aujourd'hui ça fasse 5 milliards. J'avais supprimé toutes les aides, la TVA, toutes ces choses-là, le CITE. J'avais tout reconverti dans le financement des prêts à taux zéro. Je pense qu'il faut regarder cette piste. Même si c'est plus que les 2 milliards, même si c'est 5, 6, 7, c'est une piste qui est très intéressante, qui est très rentable et qui, pour le particulier, permet d'équilibrer faire ce qu'on appelle l'équilibre en trésorerie, hein, c'est-à-dire se retrouver effectivement avec des annuités de remboursement qui peuvent être inférieures, qui doivent être inférieures à l'économie d'énergie qui a été faite. Voilà, j'ai plein d'autres choses à vous dire, mais je ne veux pas monopoliser la parole encore une fois. Oui, pour poursuivre cette notion d'obligation, évidemment le terme fait un peu peur, d'autant qu'on parle d'une obligation de réaliser quelque chose de complexe, de fortement engageant financièrement. Donc Olivier Sidler a précisé qu'il faut différentes conditions. Je pense qu'il faut surtout aider les ménages à ne pas rater la bonne étape. Moi, j'agis en tant que bénévole pour Negawatt, mais je viens de passer 6 années à travailler pour une société de tiers-financement, donc une société publique qui était un opérateur ensemblier qui faisait la rénovation énergétique du point de vue accompagnement humain, technique et financier. J'avais des copropriétaires qui m'appelaient et qui me disaient « Je viens de faire le ravalement, est-ce que je peux faire une rénovation énergétique ?» J'étais contraint de leur dire « Non, si le ravalement est fait, vous avez raté, rappelez-moi dans 25 ans. »
Et eux, c'était... Mais on aurait pu me dire, on m'a laissé rater une étape. Donc finalement, la non-obligation fait peser un vrai risque sur les ménages, collectivement du point de vue du changement climatique. Mais ces ménages à qui on dit, ben non, désolé, là c'est raté et c'est fichu pour 25 ans, ben, ils sont en vraie difficulté aujourd'hui et regrettent qu'on ne les ait pas aidés à voir où est la bonne voie. Et chaque fois qu'on dit obligation, évidemment qu'il faut certains cas de dérogation pour les obligations. Mais je pense qu'il faut vraiment se rendre compte que l'obligation en copropriété ou en logement collectif, c'est au moment des ravalements. Et en maison individuelle, le bon moment, c'est les mutations. Parce que les mutations, le logement est vide, c'est là où on fait le mieux les travaux. Quasiment tout le monde, de toute façon, refait la cuisine, la salle de bain et 2 ou 3 autres choses. Il y a toujours un prêt qui est mobilisé. Donc c'est vraiment là le bon moment. Mutation dans les maisons individuelles, ravalement dans les copropriétés. On pourrait peut-être ajouter en copropriété que lors des mutations, on ne peut pas imposer les travaux parce qu'il n'y a pas une seule mutation, mais on pourrait faire un abondement au fonds travaux. On a vu pas mal de cas, alors là, encore en copropriété, de gens qui se disent, tiens, moi j'ai un budget pour acheter un 70 mètres carrés, ah mais dans ce logement-là, je peux me payer un 80 mètres carrés parce que c'est moins cher. Ben oui, c'est moins cher parce qu'il y a un déficit d'investissement de 30 000 €. Et 3 ans après, quand ils doivent le faire et qu'ils ont acheté au maximum de leur capacité de remboursement, eh bien, ils se retrouvent coincés avec des difficultés majeures, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas financer et on se retrouve avec des saisies. Donc le fait de ne pas avoir fait l'obligation là-dessus, encore, ça met les gens en grande difficulté parce qu'ils ont acheté alors qu'il manquait un investissement dans ce logement. Donc vraiment, là, je voulais juste illustrer, pas rentrer, je vais paraphraser ce que vient de dire Olivier Sidler, parce que je suis évidemment d'accord, mais illustrer sur le fait qu'on a l'impression qu'obliger, c'est contraindre et mettre en difficulté. En fait, c'est en n'obligeant pas qu'on met en difficulté très souvent les ménages aujourd'hui. Oui, je ne vais pas redire ce qui a été dit, je suis assez d'accord avec le constat et c'est ce qui a été proposé. Nous aussi, on est vraiment parti sur 2 leviers qui étaient la proposition de la Convention citoyenne pour le climat, à la fois une obligation et à la fois un système d'aide suffisamment incitatif, simple, facile d'accès, avec un guichet unique, voilà, facile d'accès. À l'époque, ce qui avait été proposé par la Convention citoyenne pour ce système d'aide et de ce qui est un système de subvention qui ressemble un peu à ce que MaPrimeRénov' propose, c'était un financement par l'État à hauteur de 13 milliards d'euros par an. Donc c'est effectivement un chiffre qui peut un peu effrayer, mais je rappelle ce que j'avais dit en introduction, à savoir que déjà le coût social des passoires thermiques actuellement, il est estimé à près de 10 milliards d'euros par an. Donc si en plus on compte effectivement les bénéfices à plus long terme, à plus ou moins moyen terme des économies d'énergie effectuées, on s'y retrouve quand même assez rapidement. Maintenant, nous, on n'a pas de religion en matière de système de financement et on trouve aussi que le système qui est proposé, notamment de prêts hypothécaires remboursables qu'au moment de la transmission ou de la revente du bien, c'est un très bon système qui permet aussi, qui en plus de rassurer un petit peu les finances publiques, donc pourquoi pas. Allez, je continue. On va faire dans l'ordre. Alors, plusieurs remarques. Je pense que sur les systèmes de financement qu'on recherche, on est, nous, tout à fait d'accord sur le principe du prêt hypothécaire. Ça nous paraît être effectivement une très, très bonne piste. Mais on pense aussi qu'il n'y a pas qu'un seul dispositif à mettre en place. Et la rénovation, son financement, ça relève aussi de possibilités diverses en fonction de qui le demande, de la situation de celui qui doit faire cette rénovation. Tout le monde n'est pas dans la même situation. Je crois qu'effectivement, pour les maisons individuelles, on l'a dit, rendre la rénovation obligatoire en cas de mutation, ça c'est la bonne solution, puisque il y a quand même déjà un capital qui va être qui va apparaître et ça permet de payer cette rénovation. On a quand même alors une petite question sur la mobilisation des banques en France. Alors j'ai entendu ce que disait Olivier Sidler par rapport à ce que pourrait faire l'Europe en matière d'aide aux prêts. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, on a commencé avec le prêt hypothécaire pour les petits propriétaires occupants qui ont de petites ressources. Celui-là, on l'a mis en place. Hein. Mais il y a combien de banques qui servent ça? Il y a 2 banques. Il y a la Banque Postale et le Crédit Mutuel, si je ne me trompe pas. Et puis après, on a dit, pour les autres, on va mettre le prêt à taux zéro. Il y a combien de banques qui servent ça? Je crois qu'il y en a 4. Ça, c'est un peu élargi.
Oui, sauf qu'avec les taux d'intérêt qui augmentent, ils font un peu la grimace. Donc on a un vrai problème au niveau de l'acceptation des banques pour mettre en œuvre tous ces dispositifs qui dépendent largement de leur bonne volonté. Je voudrais dire aussi que le coût de la rénovation, c'est une chose, mais le bouclier tarifaire qui a été mis en place, et j'avoue que moi j'ai voté positivement quand on nous l'a présenté au Conseil supérieur de l'énergie. Je ne voyais pas très bien comment on pouvait ne pas le voter, mais en disant attention, ce bouclier tarifaire, il faut le cibler et il faut faire attention à ce que ça ne déshabille pas Pierre pour habiller Paul. Et ça aura coûté 45 milliards, je pense que au mois de juin 2023. Bon, on pense qu'il va continuer à vivre. Je pense que c'est à peu près garanti que le bouclier tarifaire va continuer à vivre jusqu'à la fin 2023, mais il sera peut-être allégé. Mais en attendant, d'ici le 30 juin, ça va faire 45 milliards d'euros. Tout le monde, tous les consommateurs résidentiels bénéficient du bouclier tarifaire. C'est très bien. Sauf qu'il y a des gens pour qui ce n'est pas essentiel et indispensable. Et je pense qu'il y a quand même un système d'aide qui n'est pas toujours très bien ciblé. On fait un peu plus attention, mais ce n'est pas toujours évident. Et on voit qu'il y a des choses assez discordantes, y compris dans les évolutions des aides de l'ANA cette année. Voilà. Donc il faut aussi regarder ce qu'on pourrait récupérer avec d'autres mesures qui soient équitables en fonction du décile dans lequel on se trouve. C'est à peu près tout ce que j'ai envie de dire pour le moment. Sinon que je plaide pour un guichet unique, bien ouvert, avec de l'humain et pas que des plateformes. Voilà. Hein, et qu'on ait un petit peu de stabilité, comme l'a dit ma voisine, dans les dispositifs et les aides, parce que c'est un magma absolument incompréhensible pour la majorité des consommateurs. Pardon, voilà, les consommateurs et les gens qui accompagnent, hein, les gens qui accompagnent les familles ont du mal à s'en débrouiller aussi, même cela. Non, je partage vraiment totalement tout ce qui est dit, en soulignant un peu toujours, en portant la voix des gens les plus en difficulté, que si vous êtes interdit bancaire, vous n'aurez pas de prêt à taux zéro, que la valeur hypothécaire de votre bien, s'il est vraiment dans une zone pas tendue, pas très beau, etc., n'est pas énorme. Et qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants? C'est pas simple, hein, quoi, ces questions-là. Et je pense qu'il faut vraiment avoir une vision particulière pour les gens très en difficulté. Vous me demandiez, monsieur le rapporteur, un peu des questions de financement. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait pour aider à la rénovation et pour aller le plus loin possible? C'est très souvent faire de la dentelle, parce que je vous disais, beaucoup de gens sont hors critères ANA. Donc, on accumule les aides de la région, du département, de la commune, de la Fondation Abbé Pierre, etc. Et on se débrouille au mieux, mais ça demande justement énormément de temps d'accompagnement. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça avance pas. Juste une idée dans les, sortir des rails habituels. Il y avait une proposition qui avait été faite en Angleterre, je pense qu'ils avaient commencé à le faire en Grande-Bretagne, de rénovation de quartiers entiers, ou un pâté de maison, ou un quartier, ou même Pays-Bas, je crois qu'ils le font. Ils font une autre chose qui est portée par Energy Sprong. Mais là, il y a quelque chose qui me semble-t-il est intéressant, c'est que c'est obligatoire. C'est tout votre pâté de maison qui va être rénové, ou tout votre village. Il n'y a pas de, je veux dire, on ne différencie pas les gens, donc il n'y a pas de stigmatisation des plus pauvres, etc. Et une grosse économie d'échelle, c'est peut-être des choses comme ça qu'il faut envisager aussi. Peut-être revenir un peu sur la question de l'obligation, parce qu'effectivement, elle peut porter sur les propriétaires, mais elle peut aussi porter sur le financeur, c'est-à-dire sur les banques, à travers la mise en place de normes, comme il existe maintenant au niveau européen dans la directive des normes de performance énergétique minimale. Dans cette même directive, on voit qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Mortgage Portfolio Standard, en fait, qui est l'équivalent des MEPS, mais pour donc des normes de performance énergétique minimale
général, mais pour les banques, c'est-à-dire qu'elles sont tenues d'améliorer la performance énergétique médiane de leur portefeuille de crédit immobilier. Mais une fois qu'on a parlé d'obligations, il faut être au clair que l'obligation porte sur des propriétaires ou qu'elle porte sur le financeur, il y a des effets de bord qui sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des risques d'exclusion de ménages intermédiaires ou modestes à la propriété, parce que ces personnes-là sont au maximum de leur capacité d'endettement quand ils acquièrent un bien immobilier, et donc ils ne vont pas être en capacité de s'endetter de manière supplémentaire pour financer une rénovation performante de leur maison qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et un autre effet de bord qu'on peut imaginer, c'est précisément parce que le marché de l'immobilier repose à 95% sur le prêt immobilier, et que les personnes, lorsqu'elles empruntent, elles empruntent en général au maximum de leur capacité d'endettement. Ben, si on met une obligation, qu'est-ce qui se passe? Le marché de l'immobilier s'effondre, en fait. Baisse, la valeur du prix de l'immobilier baisse de la valeur de la rénovation énergétique. Donc en fait, on a des effets de bord qui peuvent être préjudiciables, et l'investissement public doit précisément être là pour mettre de la justice et pour corriger tous ces effets de bord. Donc de toute manière, on n'arrivera pas à tenir nos objectifs en mettant des obligations, ce qu'il faut, s'il n'y a pas un soutien ferme en fait de la puissance publique, de l'investissement public. Donc il ne faut pas penser qu'en généralisant les prêts à taux zéro, on va comme ça se laver les mains. L'investissement public est absolument central dans cette histoire. Il faut le chiffrer un peu précisément, mais il ne faut pas laisser croire qu'à moindre coût pour l'État, on va être en capacité de rénover notre parc au niveau BBC, parce que c'est pas vrai, quoi. Donc il faut faire quand même un petit peu attention à ça. Sur le crédit, parce que plein de choses ont été dites déjà, peut-être sur ce fameux prêt avance rénovation qui a été mis en place par la commission Sichel, on voit qu'il marche pas bien. Il est proposé effectivement par 2 banques, parce que oui, il y a un problème aussi de culture. Enfin, c'est un problème aussi culturel dans ce pays. Il n'y a pas d'hypothèque dans ce pays. On fait des prêts immobiliers qui sont cautionnés sur le bien, mais c'est pas des prêts hypothécaires. Le marché hypothécaire dans ce pays est très très réduit. Il y a un problème culturel. Il y a le problème que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie de transmettre un bien à leurs enfants, aussi modeste soit-il, ce bien, et les enfants, s'ils doivent rembourser le prêt que les parents ont contracté au moment de la mutation, ça va pas être possible. Donc là aussi, on a des difficultés. Par ailleurs, ce prêt avance rénovation, en fait, pour des personnes qui seraient modestes, âgées, en milieu rural et qui n'auraient pas d'enfants, peut être une très bonne solution. Le problème, c'est que les banques n'ont pas accès à ce public, parce que précisément c'est un public qui est en dehors du réseau bancaire. Donc ça, c'est une difficulté. Et puis peut-être aussi sur le reste à charge financé par un prêt. Dans des cas où il y aurait un équilibre en trésorerie, où en fait, si une personne était en capacité de lisser son investissement sur 20-25 ans, et que en fait, ce qu'elle a à rembourser chaque mois ou chaque année est inférieur aux économies d'énergie qu'il y aurait, encore faut-il qu'elle soit en capacité d'emprunter selon les critères de solvabilité en vigueur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sauf justement des expérimentations sous supervision de la CPR, de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui sont menées dans les STF, dans les sociétés de tiers financement, on ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour emprunter, on regarde bêtement les revenus et combien on a à rembourser, et ce ratio échéance sur échéance régulière sur revenus récurrents ne doit pas dépasser les 35%. Mais il y a des gens pour qui, si on intégrait les économies d'énergie dans les critères de solvabilité, pourraient mener à bien les rénovations. Alors après, il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Les prix de l'énergie peuvent augmenter aussi, mais là, on est en train de parler de factures qui auraient quand même été écrasées. Donc, quand bien même il y a tout d'un coup un pic énergétique, une pic du coût, et c'est quand même relativement marginal par rapport à la performance qu'on a atteinte. Mais on n'est pas obligé de financer un prêt à 100% sur les économies d'énergie. On peut se dire, 50, 60, 70%, on ne va pas au-delà de 70%, et remboursé par les économies d'énergie. Et là, on a suffisamment de garanties pour ne pas faire encourir un risque sur la stabilité financière. Mais voilà, il y a plein de choses à imaginer, mais je voulais juste pas qu'on croie que l'investissement public, on a les 5 milliards et c'est bien suffisant. C'est probablement, il va falloir mettre plus pour que tout ça se fasse dans la justice et pour corriger les effets de bord dont on parlait, quoi.
Oui, merci. J'aurais une remarque de forme et une question de fond. La remarque de forme s'adresse à Monsieur Caltagirone. Vous avez dit « Nous sommes prêts à risquer notre liberté et notre intégrité ». Est-ce que j'ai bien compris? Et je voudrais que vous m'expliquiez cela, parce que ça m'interpelle à certains égards. Autant, je pense que toutes les idées sont bonnes à défendre, mais je pense qu'il y a des limites. Et je veux dire, dans une assemblée telle que le Sénat, pour vous dire qu'une chose, c'est qu'il y a la loi, et dans le cadre de la loi. Et voilà, il y a un élément d'ambiguïté, j'aimerais que vous puissiez le lever par rapport à ça, parce que ça me surprend. Et j'allais dire, certaines personnes qui pourraient regarder cette audition pourraient être choquées même par rapport à cela. Ça, c'était ma remarque préliminaire. Ensuite, par rapport à tous les enjeux, les éléments que vous avez mis en avant, est-ce que selon vous, parce que j'allais dire, au niveau de l'objectif de rénovation donc d'un logement, il y a des choses qui sont peut-être plus faciles que d'autres et qui auront un impact plus important que d'autres. Et selon vous, est-ce que c'est un tout ou est-ce que les choses peuvent être à certains égards séquencées pour permettre de jouer au plus efficace en fonction des problématiques budgétaires, financières ou de moyens que peuvent avoir les propriétaires donc, de logements. Directement interpellé. Sur la deuxième, on laissera intervenir les uns les autres. Oui, effectivement, je comprends que ça puisse interpeller et choquer dans cet espace. Néanmoins, de fait, les citoyens et citoyennes qui s'engagent dans la campagne dernière rénovation, effectivement, participent à des actions qui, de fait, mettent en risque à la fois leur liberté, compte tenu des risques pénals qui est pris en participant à ce type d'action, et aussi leur intégrité physique, parce que dans certaines situations, celle-ci peut être mise en danger. Alors effectivement, nous, on fait toujours attention, lorsqu'on fait ce type d'action, à réduire à chaque fois au maximum ce risque. Maintenant, pourquoi ce risque est pris ? Et ça me semble important du coup de profiter de cette interpellation pour le rappeler. Ce risque est pris parce que nous sommes à la veille du dépassement de peut-être 1,5 degré de réchauffement à l'échelle du globe. Ce dépassement va potentiellement enclencher un certain nombre de points de bascule climatiques qui peuvent nous emmener dans une situation totalement incontrôlable de réchauffement, qui peuvent aboutir à rendre absolument inhabitables des régions entières de la planète qui sont aujourd'hui habitées et qui peuvent transformer en fait notre monde, notre avenir en enfer. Et nous estimons que face à ce risque, face à un risque d'une telle ampleur, effectivement, il est juste, il est légitime de prendre les risques que nous prenons aujourd'hui, qui sont minimes en réalité par rapport à ce qui est en train de se passer. Et dans l'histoire, de nombreuses autres personnes ont déjà fait ça avant nous avec succès. Et c'est vis-à-vis de ces personnes-là aussi, des combats de ces personnes-là que nous poursuivons ce type d'action. Je voudrais juste vous dire, dans une démocratie, il y a une prunelle, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est l'état de droit. C'est l'état de droit. Et qu'à partir de là, on ne peut pas, je veux dire, nonobstant, je veux dire, tout ce que l'on peut penser et la légitimité, je le dis, d'un certain nombre de combats, et notamment de celui pour l'environnement. Mais quand on commence, à un moment donné, à s'affranchir de l'état de droit, j'allais dire, pour faire valoir un certain nombre d'idées, de convictions qui sont les siennes, on met le doigt dans un engrenage qui est un engrenage qui peut nous amener très loin. Très très loin. Trop loin. Je précise tout de même, on est dans un état de droit, je suis d'accord, mais les recours de l'état de droit ont déjà été utilisés. Et d'ailleurs, l'État a été condamné par 2 fois pour inaction climatique. Donc le juge administratif s'est prononcé sur la question. Quel est le résultat ?
pas grand-chose. En réalité, l'État ne s'est pas mis en conformité par rapport à ce qu'avait demandé le juge administratif. Donc les recours de l'État de droit ont été utilisés, des manifestations ont été réalisées, déclarées, etc. Ça n'a pas suffi. Face à un risque qui est vital, oui, nos démocraties, c'est vrai que nous sommes en démocratie, mais nos démocraties sont imparfaites. Et donc dans cette situation-là, le cadre, si vous voulez, la distinction entre légalité et légitimité, voilà, c'est un vieux débat et qui s'applique aussi en démocratie parce que nos démocraties sont imparfaites et c'est normal. Je voudrais réagir parce que moi j'ai vécu 68. J'étais jeune, j'étais étudiante. On est quelques vieilles, n'est-ce pas? Et qui avons vécu 68. Et c'est quand même le propre de la jeunesse, je crois, et c'est tout à son honneur, d'être capable de réagir et de manifester son indignation quand elle sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de leurs attentes, qu'ils voient l'avenir qui est le leur avec les enjeux climatiques. Moi, j'ai des petits-enfants, j'en ai 5. Il y en a une qui travaille actuellement sur intelligence artificielle et développement durable. On a des belles discussions, mais je note aussi ce découragement qui gagne. On a des jeunes qui ne veulent plus avoir d'enfants parce qu'ils ne savent pas ce que ces enfants connaîtront. Et je crois que ce que nous dit M. Caltagirone est bien révélateur de ce que nos enfants ou nos petits-enfants ressentent et expriment. Alors, je ne pense pas qu'il faille y voir un non-respect des institutions, du droit, de l'état de droit. Je ne crois pas qu'il faut voir ça. Il faut voir une réelle indignation, et moi je la comprends, et je la partage. Voilà. Et je voudrais revenir sur le deuxième point. Vous avez demandé s'il fallait aller sur plusieurs gestes qui pourraient convenir mieux ou pas. Je crois que non. Je crois que non. Je crois qu'on est tous à cette table totalement convaincus de la nécessité d'une rénovation globale, si possible en un seul morceau. C'est quand même la meilleure garantie d'arriver à des résultats, et des résultats qui seront bons pour la personne qui a un logement rénové et pour le climat, parce qu'effectivement, les 3 ou 4 degrés qu'on nous annonce maintenant, et on commence... Écoutez, moi j'étais à une table ronde il y a 3 jours à la restitution des travaux du comité de prospective de la commission de régulation de l'énergie dont je suis membre. On avait une table ronde sur la biomasse. Parce que vous voyez, on développe le chauffage avec les pellets, le chauffage au bois, etc. Et on avait la directrice de l'ONF, l'Office national des forêts, qui nous disait à quel point on était en train de s'engager sur une voie extrêmement dangereuse, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que toute la fonction de stockage représentée par la forêt et éventuellement le bois d'œuvre qui peut en sortir, allait être anéantie par la restitution du carbone par le bois de chauffage. Si on va trop loin... Non, mais c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il n'empêche que c'est un des enjeux. Et on en découvre tous les jours comme ça. Et c'est vrai qu'on se dit que tout est dans le tout. Il y a un maillage terrifiant et on ne sait pas ce que vont vivre nos petits-enfants. Et moi, je le déplore. Merci bien. On a, dans nos études, nos simulations, on avait justement voulu voir l'impact d'éléments de la rénovation qu'on ne traiterait pas. C'est catastrophique parce que c'est ça la seule chose, c'est le seul trou que vous ne bouchez pas et tout part par là. Et donc on est vraiment arrivé à la conclusion qu'il fallait tout faire. Sachez juste que le centimètre supplémentaire d'isolation, vous êtes à 10, vous voulez aller à 11, ça vous coûte un demi-euro par mètre carré. En fait, c'est de la main-d'œuvre. La pose de l'isolant, que vous en mettiez 10 ou 15 cm, c'est de la main-d'œuvre. Et le coût de l'isolant, c'est presque rien. Donc, je pense que ça part d'une logique qu'on comprend bien. On va gagner de l'argent sur ça, mais en fait, on n'en gagne pas. Du coup, je voudrais vous faire état de quelque chose. Toujours, mon esprit, c'était simplifier les choses. Et travaillant avec les artisans, comment est-ce que je faisais? Dans Dorémy, on l'a voulu les rendre indépendants. Il n'y a pas de bureau d'études avec eux. Ils sont capables
de choisir les isolants, les épaisseurs d'isolants, les résistances, tout ça, pour arriver au bon résultat. Et pour ça, il y a déjà 15 ans, je me suis posé la question, on doit atteindre 50 kWh par mètre carré par an, c'est à peu près le BBC, à l'échelle de la France. Il y a deux manières de les atteindre. Soit chacun d'entre nous fait ses calculs et atteint 50. Alors les calculs, c'est avec des méthodes qui sont très simplifiées, qui sont relativement fausses. Les opérateurs ne sont pas non plus très bons, donc en général, ce n'est pas terrible. Soit on imagine des combinaisons de solutions qui, si on les met tous en œuvre, que ce soit à Strasbourg, à Marseille, n'importe où, à la sortie, le parc est en moyenne à 50 kWh. D'ailleurs, à Strasbourg, ils sont à 70, à Marseille, ils sont à 25, mais en moyenne, on est bien à 50. On l'a fait, ça. On a fait ça avec 6000 simulations numériques. Je vous l'enverrai, ce document-là. C'est ce qu'on a appelé les solutions techniques de rénovation. Et ça nous amènerait à proposer qu'on abandonne ces sempiternels calculs, enfin, excusez-moi, mais toujours faux, des méthodes simplifiées, et qu'on passe sur des obligations de moyens. Donc là, vous avez, dans ce qui est là, 10 combinaisons possibles. En jaune, c'est celle quand vous isolez par l'intérieur, en bleu, par l'extérieur. Vous devez choisir un niveau d'étanchéité à l'air que vous vous sentez capable de faire, très étanche ou moyennement étanche. Puis après, vous avez des résistances thermiques qui peuvent varier sur les murs, le plancher bas, la toiture, les fenêtres, la nature de la ventilation, etc. Ça, on l'a fait il y a déjà longtemps, on l'a vérifié, on a fait des campagnes de mesure d'1 an. Ça marche, c'est parfait. Les artisans ont adopté ça parce que c'est super simple. Et ils ont toujours des bons résultats. Dans la Drôme, on a mesuré avec les artisans qui ont fait 40 kWh par mètre carré par an. Donc on pourrait proposer ça, de quitter le système de calcul très foireux, j'en ai encore vu il y a une semaine, mais c'est vraiment, je pars en courant, pour aller vers des obligations de résultats. C'est-à-dire vous choisissez celle que vous voulez, il ne faut pas changer de ligne, vous partez sur un ensemble de combinaisons, vous les respectez, et ça fonctionnera. Et vous ne laissez rien de côté avec ce dispositif-là. Voilà ce que je voulais rapidement vous proposer. Ça sera dans la note que je vous remettrai. Vous retrouverez ce document. Je ne vais pas faire de grandes analyses sur les méthodes dans la loi ou dans la loi. J'ai été condamnée dans ma jeunesse, mais dispensée de peine, puis amnistiée, pour avoir fait une radio libre. Sauf que l'époque, on condamnait toutes les méthodes violentes. Ça me paraissait quand même. Et une deuxième potentialité auquel il faut être attentif, c'est que ça convainc la grande masse de nos concitoyens. Car nous ne réussirons cette révolution culturelle qu'avec l'adhésion massive de tout le monde, et notamment des plus modestes. Mais ma question était plutôt auprès de nos amis Négawatt, d'abord. Parce que si on veut faire une rénovation globale, il faut avoir confiance dans celui qui vous dit ce qu'il faut faire chez vous. Et donc, soit vous avez un spécialiste qui vous éclaire avec une certaine neutralité des travaux nécessaires dans votre document, ou des hypothèses de travaux nécessaires, soit vous avez, comme vous en parliez pour les artisans, des gens dont la labellisation les engage sur le résultat final, ce qui suppose quand même qu'il soit multi-activité. Donc en tout cas, qu'est-ce que vous pourriez préconiser? Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut dégager l'argent pour de la rénovation globale, mais faut-il encore qu'elle soit fiable pour celui qui l'engage et pour celui qui finance? Est-ce que vous avez travaillé à cette idée? Après, il y a la deuxième question qui est plus complexe, qui est l'arbitrage sur les prêts. Parce que le problème des prêts... Alors moi, je dois dire que je suis assez sensible à l'argumentaire de l'hypothèque, à condition qu'elle ne pèse qu'une faible part de la valeur du bien. C'est-à-dire qu'elle ne spolie pas. Enfin bon, on a toute cette histoire sur les hypothèques. Mais le prêt, quoi qu'on en fasse, à partir du moment où c'est un prêt à la personne, les conditions d'octroi du prêt sont liées à la fiabilité de la personne. Ou alors, il faut que vous mettiez en place des systèmes de garantie automatique, quels que soient les revenus. Et donc, même un prêt à taux zéro, moi je le connais en matière de logement, si vous n'êtes pas dans les critères de la Banque de France de gens à qui on peut prêter, ben vous n'avez que dalle. Donc la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez, même dans le cas du prêt, imaginé quelles étaient les garanties ou les systèmes qui évitaient l'éviction bancaire
soit parce que vous êtes trop vieux, parce qu'on vous dit mais en 10 ans vous n'arriverez pas, bon, soit parce que vous n'avez pas les ressources, etc. Merci pour vos questions. La première question, est-ce qu'on peut avoir confiance effectivement dans ceux qui vont faire l'opération de travaux? En s'appuyant sur les artisans, on a voulu simplifier le dispositif et faire en sorte qu'il soit à la fois le conseil, qu'il puisse faire la bonne prescription, et puis derrière, il faut qu'il fasse les travaux de façon correcte. Alors, Doremi a cette spécificité qu'on les forme à travailler en groupement. Ce que vous avez dit, ça ne peut pas être un. Non, c'est pas un. Il faut qu'ils travaillent en groupement, et c'est-à-dire il faut qu'ils se parlent. Ce qui ne se passe jamais quand vous faites intervenir les gens, chacun fait son truc dans son coin, et du coup, il y a des loupés partout. Là, ils ont appris à travailler ensemble, à se parler, celui qui fait l'isolation des murs, celui qui fait celle des changements de menuisier, etc. Donc on a cette cohérence-là. On a la bonne valeur, il reste effectivement la qualité du travail, et même quand vous les avez formés et agréés, c'est un de nos problèmes. Hein. S'ils se mettent à vouloir faire de l'argent, aller plus vite qu'il faut et pas finir correctement leur chantier, ça ne fonctionnera pas. D'où l'intérêt de la personne d'accompagnement dont nous pensons depuis le début qu'il faut qu'elle ait une mission qui soit très large, qui aille depuis l'aide à la recherche des solutions, ben là ça sera fait, mais l'aide au montage du dossier financier, le suivi des travaux et la réception. La réception, qui est un acte juridique, consiste à constater qu'effectivement ce qui était préconisé a bien été réalisé. Si on n'a pas ça, je pense qu'on aura toujours une défaillance. Deuxièmement, sur la question des prêts, alors, prêt à la personne, oui, peut-être, pourquoi pas attaché à la pierre, c'est quand même une... Oui, ça ressemble à ça, mais c'est un petit peu différent quand même. Et puis, par ailleurs, le prêt sur la rénovation n'est pas un prêt comme un autre. Pourquoi? Parce que c'est un prêt qui va vous faire gagner de l'argent. Les autres, effectivement, vous achetez une voiture, n'importe quoi, vous rentrez dans un mur, c'est fichu. Mais là, c'est pas la même chose. Vous allez gagner de l'argent grâce à ce prêt-là. Et c'est donc un prêt on cherche à le faire sortir des critères, effectivement, bancaires, qui disent, comme ça a été rappelé, en gros, 35% de votre revenu en remboursement de prêt, c'est un maximum. Ben là, on pense qu'on peut aller plus loin grâce à ça. Voilà. Pour poursuivre sur ces questions, effectivement, le rôle de l'AMO, de l'accompagnateur à la maîtrise d'ouvrage, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage est essentiel pour essayer d'aider à travailler en amont le projet. Vous pouvez regarder ce qui se passe dans les sociétés de tiers-financement. Les sociétés de tiers-financement qui ont été créées par une loi en 2015, contrairement à ce que leur nom indique, ne font pas que du financement. C'est les accompagnateurs qui font le social, le technique et le financier conjoint. Alors, moi, je m'en suis occupé pendant quelques années, mais la région Île-de-France a décidé qu'il fallait faire autre chose. Mais ça existe encore dans 5 territoires français, ça couvre 40% de la France et ça fait des beaux précurseurs de cette approche-là, du technique financier conjoint, et qui prépare les travaux et qui aide les copropriétaires et les propriétaires. Sur les prêts, on considère en général qu'il y a 5 critères pour qu'un prêt soit adapté à la rénovation énergétique. Un montant élevé, une longue durée, donc on peut discuter quelque part entre 20 et 30 ans, mais assurément au moins 20. Un taux qui soit bas, alors bas, ça dépend un peu des taux actuels, avec un peu de politique monétaire, on peut arriver à faire des taux très bas, mais en tout cas, ça doit être un taux proche d'un prêt immobilier. Ensuite, tenir compte des économies d'énergie dans la solvabilité du client. Ça vient d'être dit par M. Sidler, c'est un prêt qui va aider le client à être plus solvable. Alors on peut discuter, est-ce que la totalité des économies d'énergie attendues doit être prise en compte ou seulement une partie? Là on est déjà dans le détail, mais on sait que la règle du 35% du Haut Conseil pour la stabilité financière est complètement à côté de la plaque sur ce type de prêt. Et là il faut vraiment arriver à faire évoluer. Ça a été dit, c'est le seul prêt qui rend les ménages plus solvables. Donc il faut vraiment arriver à avoir d'autres règles pour donner un large accès des ménages à ces prêts-là, même lorsqu'ils sont déjà au maximum de leurs 35%. Et le dernier des 5 critères, c'est largement, facilement distribué. L'éco-PTZ correspond à certains de ces critères, mais il est insuffisamment distribué de manière complexe. Et avec ces 5 critères, on peut y arriver. Oui, en prêt individuel. Juste un point. Tout à l'heure, je parlais de la confiance. Et là, Negawatt nous dit, on peut savoir quelle sera l'économie. Et c'est les projections que vous faites, les évaluations que vous faites de l'économie permise par la rénovation, vous arrivez à les tenir. Or, nous,
organisations de consommateurs, et je ne parle pas que de la mienne, lorsqu'on dit nous voudrions une garantie de résultat, c'est bien sûr quelque chose qu'on a porté, y compris au CNC d'ailleurs, on nous dit c'est pas possible. Or, c'est vraiment ce point-là qui peut permettre de garantir la confiance, puis qui permet d'évaluer financièrement où est-ce qu'on va et comment on y va. Donc cette question de la garantie de résultat, elle est essentielle et il faut qu'on arrive à tordre le cou à cette idée selon laquelle c'est pas possible de dire, de garantir un résultat. Parce que c'est pas ce que vous dites, un égard. Moi, il se trouve que je travaille pas mal avec des opérateurs, les COP-HLM, qui font de l'accession avec parfois vraiment du zéro émission, etc., ou tout très haute qualité. Bon. La réalité, c'est que ça dépend de ce qu'on appelle. Vous avez alors, je ne parle pas du calcul théorique qui est toujours à côté de la plaque 3/4 du temps, mais dans le calcul que vous préconisez, qui me paraît plus rationnel et sans doute plus proche des économies réelles, qui fait le problème, c'est que l'économie monétaire, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Non seulement au prix de l'énergie, mais parce que nos modes de consommation fonctionnent. Nous, on avait comparé les budgets de famille avant et après. Et ils dépensaient plus après. Pourquoi? Parce qu'on prend des smartphones, on prend d'autres choses. Notre masse de consommation électrique, en l'occurrence, ça c'était simple, c'était de l'électrique. Eh bien, il n'est pas mesurable. Alors, quand c'est du gaz, on peut un peu mieux comparer. Mais l'effet tarif et monétaire, c'est d'ailleurs l'argument que prennent les banques. Ils vous disent, vous ne faites pas d'économie sur la réalité de votre pouvoir d'achat. Vous faites une économie virtuelle. Alors ça, c'est comme Bercy, quand vous lui dites, mais on dépensera moins, mais il s'en fout. Il veut, c'est pas on va dépenser moins, c'est on dépense moins tout de suite. Donc tout ça pour vous dire que je ne suis pas sûre que la thèse de ça fait faire des économies, donc ça permet de financer, bon, sans doute un peu quand même, hein, mais je ne crois pas que cet argumentaire résiste beaucoup, ni en direction des financiers, ni parfois même aux yeux des familles. Alors, juste apporter une précision technique d'abord. On a fait une campagne de mesure très lourde sur plus de 100 logements qui avaient été rénovés, BBC, dont une partie était faite par Dorémy. Pendant une année complète, on a tout mesuré. La consommation moyenne sur l'ensemble du panel, ça a été 47 kWh par mètre carré et par an. Donc on est même mieux que ce qu'on avait imaginé. Voilà, c'est ça. Donc on est au résultat. Et j'ouvre une parenthèse par rapport à cette intervention d'Esther Duflo récente qui s'est appuyée sur une étude américaine qui n'a absolument rien à voir avec le contexte français. C'est assez dommage. Bon, on va rentrer en relation avec elle pour lui expliquer comment ça se passe en France et comment est-ce qu'on procède. C'est un autre sujet. Donc pour vous dire que techniquement, on arrive bien à ces niveaux de consommation très bas. En revanche, depuis toujours, je me suis opposé à garantir une consommation. Pourquoi? C'est un peu comme la consommation normalisée des voitures. Vous achetez une voiture, c'est marqué 5 litres au 100. Aucun d'entre vous s'attend à consommer 5 litres au 100. Mais c'est pareil là. C'est-à-dire que dans une maison, vous pouvez vous chauffer à 17 degrés, 20 degrés, 25 degrés. C'est extrêmement important dans un logement rénové. C'est 15% par degré. Donc ça va très vite. Et deuxièmement, vous l'avez dit, les équipements électrodomestiques jouent un rôle considérable. C'est de la chaleur. Tout ce que vous consommez, à part les machines à laver où il y a un peu de chaude qui partent à l'extérieur, c'est de la chaleur. Donc ça soulage la consommation. Donc moi, je ne m'engage pas sur ça. Je m'engage. C'est pour ça que j'ai parlé d'obligation de moyens. Et je sais qu'avec ce logement tel qu'il est fait, vous pouvez consommer très peu. Seulement, si vous aimez 25 degrés, vous consommerez plus que ce que je vous ai indiqué. Voilà, c'est tout. Moi, je souhaiterais rester un petit peu dans le domaine de ce qui touche à la confiance, parce qu'on le voit aujourd'hui aussi, il y a toutes les pratiques frauduleuses qui entachent fortement cette confiance. Alors, je pense que on est tous d'accord pour dire que le dispositif de lutte contre ces pratiques frauduleuses aujourd'hui, lui aussi, n'est pas forcément très efficient. Comment vous verriez les choses et comment on pourrait améliorer ce dispositif de lutte contre les fraudes d'une façon globale, hein, parce qu'il y en a tellement, il y a les effets d'aubaine, les effets rebonds, les véritables fraudes. Est-ce que vous avez quelques pistes? Oui. Je pense que les fraudes, le maximum de fraudes qu'on a pu constater,
c'était avec les gestes uniques, et notamment les C2E, et encore plus les coups de pouce. Ça me paraît être flagrant, et je pense que si on arrive à une logique de rénovation globale, avec tout ce que ça comporte comme accompagnement de A à Z, hein, on va réduire ce risque de fraude. Je pense que ça ne peut que faire du bien dans ce contexte. Je crois aussi qu'il y a... alors, je voudrais dire que on n'a pas réussi, malgré l'interdiction du démarchage téléphonique pour la rénovation énergétique, on n'a pas réussi, à l'évidence, à faire stopper ce mode de démarchage. Et les arnaques, il y en a encore beaucoup qui viennent de là. Et ce n'est pas le décret réglementant le démarchage téléphonique qui est entré en vigueur au 1er mars qui règle le problème. Il ne règle rien du tout. Il légitime le droit d'embêter les gens à certaines heures et certains jours, sauf le week-end. Mais ça les légitime, ça n'est pas autre chose. Alors, je voudrais dire que, d'une part, c'est très embêtant de ne pas avoir obtenu, comme on l'avait demandé, il y a eu une pétition des organisations de consommateurs qui, en juillet 2020, est arrivée à 450 000 signatures. On espérait que ça aurait un peu d'impact, ça n'en a pas eu. Donc le projet de décret est resté comme il avait été écrit avant cette pétition. Mais on voit d'une part qu'il y a beaucoup, c'est très problématique cette histoire. Ça va très au-delà d'ailleurs de la rénovation énergétique, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on vous démarche pas pour vous dire vous voulez rénover, on peut vous rénover. Vous avez soi-disant un organisme d'État, un organisme public qui dit vous téléphonez. On a vraiment des tromperies caractérisées et qui veulent vous amener en fait, à vous envoyer quelqu'un qui va vérifier votre niveau d'isolation, etc., puis qui va vous faire une proposition derrière. C'est plus indirect, c'est plus insidieux, et ça marche toujours. Et moi, ce que je voudrais dire, je vieillis, comme tout le monde, et je vois que les personnes âgées, et en particulier en province, qui perdent souvent, quand on est très vieux, on perd l'usage des petits téléphones mobiles. On ne sait plus les utiliser à un moment donné. Et il nous reste le téléphone fixe. Et ce téléphone fixe, il y a de plus en plus de gens qui ne décrochent plus le téléphone fixe. Alors, on a voulu protéger les intérêts commerciaux d'un certain nombre de gens, c'est très bien, mais on a bousillé la vie privée de beaucoup d'autres gens. Et ça n'est pas fini. Donc, je ne sais pas, ce n'est pas le sujet de la rénovation énergétique directement, mais indirectement, c'est très insidieux. Et en plus, c'est un véritable sujet de société. Et je voulais attirer votre attention sur ce point. 3 points très rapides là-dessus. Alors, en plus des contrôles, mais enfin, c'est une évidence de dire qu'il faut des contrôles. Les aides uniquement à la rénovation globale vont limiter les arnaques. Ça a été dit, il y a eu beaucoup plus d'arnaques et il y a facilement beaucoup plus d'arnaques sur de la rénovation lot par lot. En plus de la rénovation lot par lot, on ne l'a pas dit, mais il y a plus d'effets inflationnistes. Si on dit je vais subventionner 30% les pompes à chaleur, eh bien, le prix des pompes à chaleur va augmenter de 29,5%. Si on dit qu'on va subventionner à 30% la rénovation globale, étant donné qu'on n'intervient pas sur un lot, il est beaucoup plus difficile. Je ne dis pas que ça a zéro effet inflationniste, mais c'est beaucoup moins flagrant, beaucoup moins direct. Un AMO toujours, un accompagnateur toujours, qui va quand même faciliter la relation entre le maître d'ouvrage, le ménage et les entreprises et éviter un certain nombre de cas d'arnaque. Et en gros, il va les aider à se méfier des signes les plus courants d'arnaque et que les aides ne soient pas liées à l'état initial. En ce moment, beaucoup d'opérateurs C2E, certains opérateurs C2E qui font très bien leur travail s'alarment du fait qu'il y ait énormément d'arnaques, y compris sur les fiches C2E rénovation globale, en trichant sur l'état initial. C'est-à-dire, puisqu'il faut rénover à X% l'économie d'énergie, eh ben, je prétends que c'était une catastrophe avant, je dégrade l'état initial pour faciliter l'atteinte de ça. Or, finalement, ce qui compte, c'est qu'on ait tout fait, qu'on ait fait les 6 lots de travaux à haut niveau de performance, et pas le gain. Dans certains cas, on aura gagné 51%, dans d'autres cas, on aura gagné 79%. Ce qu'il faut, c'est tout faire, donc ne pas se lier à l'état initial.
une réflexion un peu générale là-dessus, c'est qu'on se trouve toujours, en fait, toutes ces propositions individualisent le problème. Et donc, on se trouve avec un habitant, un propriétaire ou locataire, seul face à la question. Et ça, je crois que ça va rester un problème. Il faut vraiment, enfin, d'une part, qu'ils soient accompagnés, ce qui déjà, au moins, ils sont deux et pas un tout seul. Mais vraiment, il faut qu'on cesse de faire porter tout le problème sur les épaules des simples propriétaires. Alors, ça passe par de la formation, ça passe par des tas de choses, mais il faut qu'on sorte de cet axe unique, quoi. Question peut-être pour M. Chabalier, parce que je crois que vous parlez d'un service public de l'efficacité énergétique de l'habitat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors pour tout vous dire, ça c'est une proposition qui remonte à peu près 4 ans et qui avait été développée notamment par des experts avec lesquels on travaillait. Donc je ne pourrais pas vous dire que c'est hyper clair pour moi. Et puis d'autre part, on a l'impression qu'avec les espaces Conseil France Rénov aujourd'hui, en fait, ça y répond. Alors après, c'est toujours la question de mon accompagnateur Rénov, parce que c'est pas super clair. Enfin, tout le monde comprend pas vraiment le périmètre, si c'est vraiment une assistance à maîtrise d'ouvrage ou pas, et tout l'enjeu de savoir ce qu'on met derrière accompagnement, parce que c'est un mot fourre-tout. Est-ce que c'est simplement des conseils initiaux et on oriente vers des bons artisans agréés, on dit aux propriétaires les aides auxquelles il peut prétendre, ou est-ce que lui-même, cet accompagneur, a la capacité de faire le plan de financement en allant chercher pour les propriétaires les différentes aides auxquelles il peut prétendre. Ça, c'est quand même plus intéressant. Et puis après, il y a tout le niveau d'accompagnement sur le chantier dont parlait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire pendant le chantier et à la réception, qui sont deux moments absolument centraux. Après, sur la question de la maîtrise d'œuvre, peut-être bien préciser qu'on ne pourra pas mettre un maître d'œuvre derrière tous les chantiers de rénovation de maisons, qui sont l'essentiel du parc à rénover, à peu près 60%, parce qu'on va arriver à un goulot d'étranglement capacitaire et parce que ça va encore augmenter des prix qui sont élevés, et que dans le cas de copropriété, de toute manière, il y a déjà une maîtrise d'œuvre avec des architectes ou des ingénieurs, mais ces architectes peuvent s'appuyer sur les solutions techniques de rénovation mises en place par Enertech pour ne pas avoir en fait à payer en plus un cabinet d'études thermiques, dynamiques, parce que on sait en gros ce qu'il faudrait faire, quoi. Voilà. Mais voilà, bon, après sur l'accompagnement aussi, faut en évaluer le coût un peu plus précisément selon ses périmètres. Et ça, c'est pas évident. Je pense que dans la note à laquelle vous faites référence, c'était plus que question de 50, 100 millions. Donc c'est un accompagnement light, plutôt du type France Rénov. Mais si c'est un accompagnement sur le chantier, pendant le chantier à la réception, voilà, ça coûte davantage d'argent. Alors que la question de la formation coûtera pas beaucoup, parce qu'en fait c'est une question de réorienter en fait en formation initiale, en formation continue, en reconversion. C'est juste une histoire de faire basculer de l'un à l'autre. Donc il n'y aura pas vraiment de surcoût à cette histoire, mais sur l'accompagnement, c'est un peu plus que le trait de plume. Ça coûtera de l'argent, voilà, à évaluer précisément. Très bien. Monsieur le rapporteur, plus de questions? Ah, d'accord, pardon, je vous avais pas vu. Juste très rapidement, encore une proposition que je voudrais vous faire. Je sais que M. Gontard est architecte. On a des gros problèmes avec les architectes des bâtiments de France. Mais M. Gontard est architecte d'opération. Et donc, il a les mêmes problèmes que nous. Non, on a des vrais soucis, mais qui prennent des proportions qui ne sont pas du tout normales. Sur Lyon, par exemple, on a eu une opération de 300 logements qui datait des années 20. Donc, vous imaginez la qualité des logements, des gens très, très pauvres qui payaient beaucoup avec des moisissures partout. Et l'architecte a fait un blocage, alors que j'étais avec un architecte d'opération, mais qui a tout fait, qui a cherché des solutions. Blocage, j'ai envie de dire idéologique. Et je ne suis pas le seul. Récemment, un maître d'ouvrage m'a dit qu'un ABF l'avait obligé, dans les menuiseries de la rénovation, de mettre du simple vitrage. Je pense même que ça devrait être interdit. Bon, voilà, on a ce problème. Des témoignages, vous en aurez tant que vous voulez. La proposition, c'est qu'aujourd'hui, les ABF ont un avis conforme, c'est-à-dire que vous devez vous conformer, celui qui donne le permis de construire, le permis de faire les travaux, doit se conformer à l'avis de l'ABF. Donc c'est tout bloquant et personne ne s'oppose à un ABF, hormis le ministre de la Culture qui a quand même autre chose à faire. On propose simplement de passer de l'avis conforme à ce qu'on appelle l'avis simple.
L'avis simple, il donne son avis. Et je vous assure que les architectes d'opération sont des gens qui ont du respect pour les bâtiments, autant que l'architecte des bâtiments de France. Et ils chercheront des solutions et ils prendront tout ce qu'ils peuvent faire, ils le mettront en œuvre pour respecter l'esprit. Mais les projets avanceront. J'ai une deuxième proposition. Vous bloquez tout, hein. Vous bloquez tout aujourd'hui. Oui, ça m'aura permis de dire quelque chose. Ah, une médiation. En commençant par vous remercier pour vos expressions et vos propositions. Moi, je pense que si on s'y prend comme ça, on n'y arrivera pas. La question de fond, et qui renvoie au sujet de la commission d'enquête, c'est comment les obligations d'aujourd'hui et pour demain, on les transcrit dans les prescriptions et les objectifs de préservation du patrimoine qui constituent le cadre de travail des architectes du patrimoine. Voilà. Et à ma connaissance, cette façon d'aborder les choses, elle n'a pas été vraiment mise en œuvre, travaillée. Et je pense que ça peut faire d'ailleurs l'objet d'une proposition, d'une recommandation de la part de notre commission d'enquête. Voilà, mais on est d'accord sur le motif. Peut-être une proposition entre les deux. Juste préciser qu'on a une table ronde spécifique sur ce sujet-là, justement, donc il a bien été identifié. Peut-être une proposition entre les deux, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même un côté très aléatoire. Mais que veut dire l'ABF ? Ben, j'en sais rien. Ah bah celui-là, t'as de la chance, il aime bien la rénovation énergétique. Oh là là, il déteste celui-ci. Et ça dépend uniquement de la personne. Ah mais vous inquiétez pas, ça a été négocié avec l'ABF. Ah ben non, il a changé, il veut plus. Donc peut-être qu'il faudrait, voilà. Mais il y a vraiment un côté lié à la personne. Il faudrait peut-être une négociation entre les deux ministères, ministère logement et ministère de la culture, pour définir des référents. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Voilà. Mais qu'on sache à peu près à quoi s'en tenir quand on travaille et quand les architectes d'opération font une proposition, qui sache si c'est à peu près cohérent avec ce qui se fait ou si c'est impossible que ça passe. Une information très rapide, il y a un arrêté qui a été publié il y a quelques mois et qui va entrer en vigueur, qui va produire ses effets à partir du printemps 2003, nous y sommes, c'est aujourd'hui, et qui prévoit le croisement de données de consommation d'1 million de consommateurs de gaz et d'électricité, données transmises par GRDF et Enedis au SDES, qui est le service statistique du ministère de l'écologie, qui va le croiser avec ses propres fichiers de bénéficiaires d'aide publique, de façon à regarder le niveau d'efficacité énergétique qui aura été permis par les travaux. Ça va concerner 1 million de consommateurs. Il a mis du temps à sortir parce qu'il nous a fallu 3 passages au Conseil supérieur de l'énergie pour que le SDES comprenne qu'il fallait prévoir un opt-out pour les gens qui ne souhaitaient pas communiquer leurs données de consommation. Mais ça y est, ça va sortir et je pense que c'est à surveiller de près. Messieurs, dames, c'était très enrichissant et on vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis voilà, sachez que nos travaux, on devrait les rendre à la fin du mois de juin. Voilà.